Au deuxième anniversaire de mariage de ma sœur, j'étais enceinte de 8 mois, et mes parents cruels m'ont exigé de payer 60,000 $ de plus pour la salle. Quand j'ai refusé, ma mère a hurlé, « Comment oses-tu nous dire non ?» Papa a ajouté, « Tu te crois trop bien pour aider ta sœur maintenant. » Ma sœur a crié, « Tu gâches toujours mes moments spéciaux avec ton égoïsme. » Puis, sortie de nulle part, elle m'a poussé violemment dans la piscine. Alors que je luttais pour rester à la surface, ils ont ri d'un air moqueur. Ma tante a ajouté, « Peut-être que l'eau lui apprendra les bonnes manières. » Mais au moment où j'ai baissé les yeux vers mon ventre de femme enceinte, je me suis figé de choc, parce que mon ventre contenu, le chlore me brûlait les yeux alors que je perçais la surface, cherchant désespérément de l'air. Autour de moi, la fête d'anniversaire de ma sœur Miranda continuait comme si de rien n'était. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nos têtes, projetant des reflets dorés sur l'eau de la piscine qui imprégnait maintenant ma robe de maternité. Mon ventre de 8 mois me semblait incroyablement lourd alors que je faisais la planche, la panique me nouant la gorge. Personne n'a bougé pour m'aider. Pas une seule personne. Ma mère se tenait au bord de la piscine, sa coupe de champagne toujours à la main, un sourire crispé aux lèvres. Papa avait son bras autour de Miranda, qui ajustait sa robe de créateur en riant avec son mari, Quentin. Tante Sylvia, la sœur de ma mère, a même levé son verre dans un toast moqueur avant de prendre une autre gorgée. Peut-être que l'eau lui apprendra les bonnes manières, a répété Sylvia, plus fort cette fois, s'assurant que tout le monde entende bien. J'ai attrapé l'échelle de la piscine avec des mains tremblantes, ma robe flottant autour de moi dans l'eau. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. J'ai baissé les yeux vers mon ventre à travers l'eau ondoyante, et mon cœur s'est arrêté. Le tissu de ma robe s'était déchiré quand Miranda m'avait poussé, et à travers la déchirure, je pouvais voir quelque chose qui m'a glacé le sang. Mon faux ventre de grossesse s'était déplacé, et son bord était visible là où il se séparait de mon véritable estomac. Je n'étais pas enceinte. Je n'avais jamais été enceinte. Le souffle coupé, je me suis hissé hors de la piscine, l'eau dégoulinant de mes vêtements. Tout le monde me regardait maintenant, les verres figés à mi-chemin de leurs lèvres, les conversations s'éteignant en plein milieu. J'ai vu le moment exact où ma mère a remarqué la prothèse. Son visage est passé d'une satisfaction suffisante à la confusion, puis à une horreur absolue, en l'espace de 3 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Miranda a tranché le silence comme un couteau. Je suis resté là, trempé, sur le bord immaculé de la piscine du lieu qu'il m'avait exigé d'aider à payer, regardant les visages de la famille qui m'avait tourmenté toute ma vie. Mon corps tout entier tremblait, mais pas à cause de l'eau froide ou de la peur, mais à cause d'une rage qui couvait depuis des décennies. Vous voulez savoir ce que c'est? Je me suis penché et j'ai arraché le ventre prosthétique, le jetant sur le béton dans un bruit sourd et humide. C'est ma revanche. La coupe de champagne de ma mère a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol. Le visage de mon père a pris une teinte violette alarmante. Miranda avait l'air sur le point de s'évanouir. Je ne suis pas enceinte, ai-je dit, ma voix stable malgré mes mains tremblantes. Je n'ai jamais été enceinte. Tout, depuis 8 mois, n'était qu'un mensonge. Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais entendre le bourdonnement du filtre de la piscine. Puis, l'enfer s'est déchaîné. Petite psychopathe. Miranda s'est jetée sur moi, mais Quentin a attrapé son bras. Comment oses-tu? Le cri de ma mère aurait probablement pu être entendu à 3 pâtés de maison. Comment oses-tu nous tromper de la sorte? J'ai presque ri. Presque. Comment j'ose? Et vous, comment osez-vous? Vous m'avez réclamé 60,000 $ il y a 2 heures. 60,000 $ pour aider à payer cette fête ridicule, parce que la famille s'entraide. Ce sont tes mots exacts, maman. Nous t'avons élevé, a tonné la voix de mon père à travers la zone de la piscine. Nous t'avons tout donné. Vous ne m'avez rien donné d'autre que des critiques et du mépris. J'ai essoré l'eau de mes cheveux, sans me soucier de ruiner l'espace soigneusement décoré de Miranda. Vous lui avez tout donné à elle, ai-je dit en pointant ma sœur du doigt. Toujours elle, la jolie, la talentueuse, la fille que vous vouliez vraiment. Ce n'est pas vrai, a dit maman, mais sa voix vacillait. Ah non? Quand j'ai été accepté à Princeton avec une bourse complète, vous lui avez organisé une fête de consolation parce qu'elle n'avait été admise que dans une université d'État. Quand je suis devenu associé junior dans mon cabinet d'avocat à 27 ans, vous m'avez dit que je devenais trop vieille pour trouver un mari et que je devrais plutôt me concentrer sur mon côté féminin.
Quand elle a abandonné l'université pour épouser Quentin, vous leur avez offert un mariage à 60,000 $, auquel je devais contribuer, même si je croulais sous les prêts étudiants. Le visage de Miranda était couvert de plaques rouges. Il faut toujours que tu ramènes tout à toi. Moi? L'eau continuait de couler de mes vêtements, formant une flaque à mes pieds. Aujourd'hui est censé être ton jour, n'est-ce pas? Ta deuxième fête d'anniversaire de mariage, qui a coûté plus cher que les vrais mariages de la plupart des gens. Laisse-moi te poser une question, Miranda. Combien as-tu payé pour tout ça? Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. C'est bien ce que je pensais. Maman et papa ont payé la majeure partie, n'est-ce pas? Et puis ils sont venus me voir, leur autre fille, qu'ils n'ont pas appelée depuis 6 mois sauf quand ils avaient besoin de quelque chose, et ils m'ont exigé de verser 60,000 $ de plus parce qu'ils avaient sous-estimé le budget pour la liste des invités. 60,000 $ que, apparemment, je gardais égoïstement au lieu d'aider ma chère famille. Tu gagnes beaucoup d'argent, a dit froidement mon père. Tu es associé dans un cabinet d'avocats. Et vous pensez que ça veut dire que je devrais simplement vous le donner? Sans poser de questions. Tout comme j'ai donné 5,000 $ pour la nouvelle voiture de Miranda il y a 2 ans, ou 8,000 $ pour leur lune de miel, ou les 15,000 $ pour la compte de leur maison, qu'on m'a présenté comme un prêt, mais qui, étrangement, n'a jamais eu besoin d'être remboursé. Les regards coupables qui ont traversé leur visage m'ont tout dit. Ils n'avaient jamais eu l'intention de me rembourser. Ils n'y avaient même jamais pensé. Alors, j'ai élaboré un plan, ai-je continué, ma voix gagnant en force. Il y a 8 mois, j'ai acheté un faux ventre de grossesse en ligne. Du silicone de qualité médicale, totalement réaliste. J'ai commencé à le porter partout. Sur les réseaux sociaux, au dîner de famille, partout. Et vous savez ce qui s'est passé? Personne n'a parlé. La trentaine d'invités était complètement silencieuse, regardant ce drame familial se dérouler comme une émission de télé-réalité. Soudain, vous vous êtes tous souciés de moi. Maman appelait 2 fois par semaine pour prendre des nouvelles de son petit enfant. Papa a proposé de m'aider à installer la chambre du bébé. Miranda m'invitait enfin à des événements, parce qu'une sœur enceinte était bonne pour son image. Tante Sylvia, qui m'avait dit à Noël que j'allais mourir seule avec mes chats, a commencé à m'envoyer des vêtements de bébé. Le visage de Sylvia était devenu pâle. Elle a posé sa coupe de champagne et a reculé d'un petit pas, j'ai joué le jeu. J'ai posté des photos d'échographie que j'ai trouvées en ligne. Je suis allé à des rendez-vous médicaux qui n'étaient en fait que moi, assise dans un café pendant 1 heure. J'ai laissé maman m'organiser une baby shower où vous m'avez tous offert des cadeaux. Je vais les donner à un refuge pour femmes. J'ai écouté vos conseils, vos histoires et votre intérêt soudain pour ma vie. Et ça faisait du bien. Pour la première fois en 28 ans, vous m'avez traité comme si j'avais de l'importance. Nous t'avons toujours traité comme si tu avais de l'importance, a protesté faiblement maman. Non, ce n'est pas vrai. Vous m'avez traité comme un distributeur de billets avec une personnalité décevante. Chacun d'entre vous. J'ai regardé ma famille élargie, mes cousins, tantes et oncles qui m'avaient vu grandir comme la fille négligée. Savez-vous ce que Miranda m'a dit le jour de son mariage? Elle a dit, Dieu merci, tu n'es pas assez jolie pour me faire de l'ombre. Elle a dit ça devant ces demoiselles d'honneur, et elles ont toutes ri. Ces demoiselles d'honneur étaient mes anciennes amies du lycée, d'ailleurs. Ancienne étant le mot-clé. La bouche de Miranda s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'en est sorti. Quentin la fixait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Cet après-midi, avant le début de la fête, maman et papa m'ont coincé sur le parking. Ils m'ont dit que les coûts de la salle avaient augmenté de manière inattendue et qu'ils avaient besoin de 60,000 $. Quand j'ai demandé pourquoi ils ne m'en avaient pas parlé plus tôt, papa a dit, nous savions que tu en ferais toute une histoire. Quand j'ai dit que 60,000 $ était beaucoup d'argent, maman a dit, ne veux-tu pas que ta nièce ou ton neveu sache que sa tante est généreuse? Quand j'ai encore hésité, Miranda est sortie et a commencé à pleurer, disant que je gâchais sa journée spéciale. Sa journée spéciale, sa deuxième fête d'anniversaire de mariage. J'ai enlevé mes chaussures abîmées et les ai jetées dans la piscine. Elles ont coulé lentement, laissant des ondulations à la surface. Alors, j'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Je suis rentré pour aller aux toilettes, mais en réalité, je gagnais du temps.
Et c'est là que je vous ai entendu. J'ai regardé directement Miranda. Tu étais dans la cuisine avec maman et Quentin. Tu as dit, et je cite, quand elle aura donné l'argent, on pourra recommencer à l'ignorer. L'histoire de la grossesse commence à devenir vieille de toute façon. Genre, on va vraiment continuer à s'intéresser à sa vie ennuyeuse. Le visage de Miranda s'est décomposé. Quentin a fait un pas en arrière, s'éloignant d'elle. Plusieurs invités ont eu un hoquet de surprise. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je suis revenu et j'ai dit non. Juste non. Et vous avez tous perdu la tête. Maman a crié que j'étais égoïste. Papa a dit que je me croyais trop bien pour la famille. Et toi, Miranda, tu as dit que je gâchais toujours tes moments spéciaux avec mon égoïsme. Puis, vous m'avez tous poussé dans la piscine en riant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir des gens sortir leur téléphone, certains enregistrant ouvertement maintenant. Bien. Je voulais que ce soit documenté. Mais voici ce que vous ne savez pas, ai-je dit, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je suis avocate, spécialisée en planification successorale et fiducie familiale. Je suis très douée dans ce que je fais. Et il y a 6 mois, grand-mère Edith m'a appelé. Le visage de ma mère est devenu blanc. Non. Oh, que si. Votre mère, ma grand-mère, m'a contacté parce qu'elle mettait à jour son testament. Elle m'a demandé pourquoi elle n'avait plus jamais de mes nouvelles, pourquoi je ne venais jamais aux événements familiaux. Alors, je lui ai tout raconté. Je lui ai tout dit. Chaque demande d'argent, chaque commentaire désobligeant, chaque fois où j'ai été traité comme la déception de la famille pendant que Miranda était louée pour ne rien faire du tout. Je lui ai montré les reçus, les transactions Venmo, les SMS, tout. Tu n'avais pas le droit, a commencé mon père, mais je l'ai interrompu. Elle m'a demandé de l'aider à mettre à jour son plan successoral, et je l'ai fait. Très minutieusement. Grand-mère Edith possède une fortune d'environ 7 millions de dollars, soit dit en passant. Sa maison à Martha's Vineyard vaut à elle seule 3 millions. Son portefeuille d'investissement est considérable. Sa collection d'art vaut au moins un demi-million. J'ai observé les visages de ma famille alors que la réalisation s'installait. Maman a même chancelé sur ses pieds. Elle vous laissait tout, à toi et à l'oncle Preston, partagé à 50-50e. Tu allais laisser ta moitié à Miranda. Tout était prévu. Sauf que ce n'est pas ce que dit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, qui a été finalisé le mois dernier et qui est parfaitement légal et exécutoire, me lègue la totalité de sa fortune. Chaque centime. Ma mère s'est effondrée sur une chaise. Miranda a poussé un cri semblable à celui d'un animal blessé. Le visage de mon père était passé du violet au gris. Tu l'as manipulé, a murmuré maman. Tu as manipulé une vieille femme malade. Grand-mère Edith n'est pas malade. Elle a toute sa tête, et elle a pris cette décision complètement seule. Après lui avoir exposé les faits, elle m'a dit qu'elle était déçue de la façon dont vous m'aviez tous traité. Elle a dit, et ce sont ses propres mots, je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle élève une fille comme Miranda. Elle est consternée par vous tous. Ça ne peut pas être légal, a tempêté mon père. Nous allons le contester. Nous allons te poursuivre en justice. J'ai ri, et ça m'a fait du bien. C'était incroyable. Allez-y. Je suis avocate, vous vous souvenez? Je me suis assuré que tout soit béton. Grand-mère Edith a été évaluée par 2 médecins indépendants qui ont confirmé qu'elle était saine d'esprit. Le testament a été signé devant 3 témoins. Elle a même fait une déclaration vidéo expliquant son raisonnement. Contestez-le si vous voulez, mais vous perdrez, et vous gaspillerez le peu d'argent qu'il vous reste en frais de justice. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre famille, a dit Miranda, les larmes coulant sur son visage. De vraies larmes cette fois, pas les larmes de crocodile qu'elle déployait habituellement quand elle voulait quelque chose. C'est ma propre famille qui s'est infligé ça. Chaque choix qui a mené à ce moment était le vôtre. Vous auriez pu me traiter avec une décence humaine élémentaire. Vous auriez pu m'aimer pour qui je suis, au lieu de ce que je pouvais vous donner. Vous auriez pu être une vraie famille, au lieu de sangsues en vêtements chers. Quentin s'est éclairci la gorge. Miranda, nous devrions y aller. Non, a-t-elle lancé. Non, ce n'est pas fini. Elle ne peut pas juste. Miranda. La voix de Quentin était ferme d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant.
Nous partons. Maintenant. Il lui a pris le bras et a commencé à marcher vers la sortie. Miranda s'est retournée pour me regarder, son visage un masque de haine pure. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu profiteras de ton argent et de ta vie vide. J'en profiterai, ai-je dit simplement. Vraiment. Ils sont partis. En quelques minutes, d'autres invités ont commencé à trouver des excuses et à s'éclipser. La fête qui devait durer jusqu'à minuit était terminée avant 21h. Je suis resté là, dans mes vêtements mouillés, à regarder ma famille s'effondrer. Ma mère s'est approchée de moi lentement, ses talons claquant sur le bord de la piscine. De près, je pouvais voir à quel point elle avait vieilli. Quand avait-elle eu autant de cheveux gris? Quand ses rides étaient-elles apparues autour de sa bouche? S'il te plaît, a-t-elle dit doucement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons réparer notre relation. Non, nous ne pouvons pas. Parce que tu ne dis ça que maintenant à cause de l'argent. Si je n'avais rien hérité, serais-tu là à me demander de réparer les choses? Ou serais-tu en train de me traiter de menteuse psychotique pour avoir simulé une grossesse? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas, c'est bien ce que je pensais. Tu sais quelle est la partie la plus triste? Si vous m'aviez vraiment aimé, si vous m'aviez vraiment traité comme votre fille, vous auriez eu l'héritage de toute façon. Je l'aurais partagé avec vous, parce que c'est ce que font les familles. Mais vous avez gâché ça. Vous avez ruiné toute chance que je vous fasse à nouveau confiance. Je suis ta mère, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Non. Tu es la femme qui m'a donné naissance, puis qui a passé 28 ans à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Il y a une différence. Je suis passé devant elle, mes pieds nus laissant des empreintes humides sur le béton. Papa a essayé de m'arrêter à la sortie, mais j'ai levé une main. Ne fais pas ça. Ne dis rien, à moins que tu ne veuilles que j'explique à tout le monde ici la fois où tu as dit à mon petit ami du lycée que j'étais difficile et qu'il devrait réfléchir sérieusement avant de sortir avec moi. Ou la fois où tu as dit que tu paierais la robe de mariée de Miranda, mais que je devais acheter ma propre robe de demoiselle d'honneur pour le dit mariage. Ou la fois. Arrête, a-t-il dit d'une voix rauque. Juste, arrête. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté de lui parler. J'ai arrêté de le reconnaître. Je suis passé juste devant lui et je suis sorti du lieu sans me retourner. Ma voiture était garée à 2 rues de là. J'ai conduit jusqu'à la maison dans mes vêtements mouillés, laissant des flaques sur les sièges en cuir de mon Audi. Mon appartement était sombre et silencieux quand je suis arrivé, exactement comme je l'aimais. J'ai enlevé la robe abîmée et je l'ai jetée à la poubelle. Elle avait rempli sa fonction. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22h et n'a pas arrêté pendant 3 heures. Des appels de ma mère, de mon père, de Miranda, de tante Sylvia, de cousins que je connaissais à peine. Je les ai tous bloqués. Puis je les ai bloqués sur les réseaux sociaux. Puis j'ai bloqué leurs emails. Je les ai effacés de ma vie aussi efficacement que j'avais construit le mensonge de la fausse grossesse. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 147 messages textes, la plupart étant des variations de « Tu es un monstre » et « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Je les ai supprimés sans même lire la plupart d'entre eux. Puis j'ai appelé mon assistante et lui ai dit de libérer mon emploi du temps pour la journée. J'avais des courses à faire. J'ai donné chaque cadeau de naissance au refuge local pour femmes. 3 voitures pleines de body, de biberons, de couvertures, de jouets, de livres et de meubles. La femme qui dirigeait le refuge a pleuré quand je lui ai expliqué que je les avais reçus sous de faux prétextes et que je voulais qu'ils aillent à des mères qui en avaient vraiment besoin. Vous êtes sûr, a-t-elle demandé, en regardant la montagne de fournitures. Il y en a pour des milliers de dollars. J'en suis sûr. J'espère qu'ils aideront quelqu'un qui le mérite. Ensuite, je suis allé chez ma grand-mère à Martha S. Vignard. Elle était assise sur son porche, face à l'océan, buvant du thé dans des tasses en porcelaine qui valaient probablement plus que ma voiture. Voilà ma fille, a-t-elle dit en me voyant. J'ai entendu dire que tu avais fait tout un scandale à la fête de Miranda. Tu es déjà au courant? Sylvia m'a appelé. Complètement hystérique. Quelque chose à propos d'une fausse grossesse et d'une humiliation de toute la famille. Les yeux de grand-mère Edith pétillaient. Je lui ai dit qu'elle avait de la chance que tu n'aies pas simulé ta propre mort, juste pour voir qui viendrait vraiment à l'enterrement. J'ai ri si fort que j'ai failli pleurer. Je n'y avais pas pensé. Ça aurait été bien. Assieds-toi,
ma chérie. Raconte-moi tout. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de la fausse grossesse, du ventre prosthétique, des 8 mois où j'ai soudainement été valorisé par ma famille. Je lui ai parlé de la piscine et des rires, et de ce que ça faisait de leur faire enfin comprendre exactement ce qu'ils m'avaient fait. Je suis fier de toi, a dit grand-mère quand j'ai eu fini. Pas nécessairement pour la tromperie, mais pour t'être défendu. Ta mère a élevé Miranda pour être une princesse, et toi pour être son second rôle. J'aurais dû intervenir plus tôt. Ce n'est pas ta faute. Ah non? Je suis sa mère. Je lui ai inculqué des valeurs, ou du moins j'ai essayé. Quelque part en chemin, elle a décidé que les apparences et l'argent comptaient plus que le caractère. Elle a transmis ça à Miranda. Grand-mère m'a pris la main. Tu me ressembles plus qu'aucune d'entre elles. Tu travailles dur. Tu es brillante. Tu n'as besoin de la validation de personne. Ça les terrifie. Je ne veux pas les terrifier. Je veux juste qu'ils me laissent tranquille. Ils le feront, un jour, quand ils réaliseront que tu es sérieuse à l'idée de couper les ponts. Ta mère essaiera de te manipuler par la culpabilité. Ton père essaiera la colère. Miranda enverra probablement Quentin négocier, car elle pense que tu as toujours eu un faible pour lui. Je n'ai jamais eu de faible pour Quentin. Je le sais. Tu le sais. Mais Miranda voit tout comme une compétition qu'elle doit gagner. Elle est profondément peu sûre d'elle sous toute cette bravade. Ça n'excuse pas son comportement, mais ça l'explique. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à regarder les vagues déferler. L'océan m'a toujours apaisé d'une manière que rien d'autre ne pouvait faire. Qu'est-ce que tu vas faire de l'héritage? A finalement demandé grand-mère. Quand le moment viendra, je veux dire. Je ne prévois pas de partir de sitôt, mais j'ai 84 ans. Ça pourrait être demain comme dans 10 ans. Je n'y ai pas vraiment pensé. L'économiser, probablement. L'investir. Peut-être créer une fondation de bourse d'études pour les étudiants de première génération. Peut-être voyager. J'ai toujours voulu voir le Japon. Fais tout ça. Vis ta vie. Sois heureuse. C'est la meilleure des vengeances. Elle avait raison, bien sûr. La meilleure vengeance n'était pas l'argent, ni la révélation dramatique au bord de la piscine. C'était de construire une vie si épanouissante que je n'avais plus besoin de leur approbation. Au cours des semaines suivantes, ma famille a tenté de me contacter de diverses manières. Miranda a envoyé une lettre de 4 pages qui était principalement composée d'accusations, avec un minuscule paragraphe ressemblant à des excuses enfouies au milieu. Ma mère a laissé des messages vocaux en pleurant sur la façon dont je déchirais la famille. Papa a essayé l'approche sévère, exigeant que je le rappelle immédiatement pour discuter de cette situation comme des adultes. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'avais fini de discuter. J'avais fini d'expliquer. J'avais fini d'essayer de leur faire voir que j'étais une personne digne d'amour et de respect. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mon travail. J'ai pris de nouveaux clients, des cas complexes qui me mettaient au défi. J'ai remporté un procès majeur pour un couple de personnes âgées dont le fils les volait depuis des années, et c'était cathartique d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. J'ai acheté une petite maison en banlieue avec un jardin et un coin lecture. J'ai adopté un chien du refuge, un pitbull croisé à 3 pattes nommé Charlie, qui avait été ignoré par tous les autres adoptants potentiels. Nous étions un bon duo. 3 mois après l'incident de la piscine, j'ai eu une visite inattendue à mon bureau. Quentin était assis dans ma salle d'attente, l'air mal à l'aise dans un costume qui avait connu des jours meilleurs. Je n'ai rien à vous dire, lui ai-je fait savoir lorsque mon assistante a annoncé son arrivée. Je sais. J'ai juste besoin de 5 minutes. S'il te plaît. Contre toute attente, je l'ai laissé entrer dans mon bureau. Il s'est assis en face de moi, jouant nerveusement avec son alliance. Je divorce de Miranda, a-t-il dit sans préambule. J'ai cligné des yeux. Quoi? J'ai demandé le divorce la semaine dernière. Je voulais que tu la prennes de moi avant qu'elle ne commence à répandre n'importe quelle histoire qu'elle inventera. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ce soir-là, au bord de la piscine, quand tu as dit toutes ces choses, quelque chose a fait tilt pour moi. Je voyais les schémas depuis un moment, mais je continuais à trouver des excuses. Je n'arrêtais pas de me dire que chaque famille avait ses drames. Ce n'est pas ton combat, Quentin. Je sais,
mais j'ai passé 2 ans marié à Miranda et 3 autres années à sortir avec elle avant ça. 5 ans au total à regarder comment elle te traitait. 5 ans à regarder tes parents te traiter comme une quantité négligeable. Je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Mais en réalité, j'étais juste un lâche. D'accord, ai-je dit lentement. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je te dois des excuses. Parce que j'ai profité de l'argent que tu leur as donné et que tu n'as jamais récupéré. Parce que je suis resté là à rire pendant que tu te débattais dans cette piscine. Sa voix s'est brisée. Parce que j'ai honte de la personne que je suis devenue en gardant le silence. Je ne savais pas quoi dire. De toutes les choses auxquelles je m'attendais, celle-ci n'était pas sur la liste. Miranda va dire à tout le monde que tu as brisé notre mariage avec tes mensonges, a poursuivi Quentin. Elle a déjà commencé à construire ce récit. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai enfin vue pour ce qu'elle est vraiment, et j'ai réalisé que je ne voulais pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un comme ça. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Je n'avais pas l'intention de faire exploser ton mariage. Tu n'as rien fait exploser. Tu as juste tendu un miroir. C'est moi qui n'ai pas aimé ce que j'ai vu dans le reflet. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es incroyablement courageuse. Et je pense que ce sont des idiots de ne pas avoir vu la chance qu'ils avaient de t'avoir. Après son départ, je suis resté assise à mon bureau pendant un long moment, à ne rien regarder. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais fatiguée. Fatiguée de porter cette colère, fatiguée de justifier mon existence. Fatiguée de toute cette situation. Ce week-end-là, je suis retourné chez grand-mère Edith. Elle était dans son jardin, en train de tailler des roses avec la précision d'un chirurgien. Quentin est venu me voir, je lui ai dit. Il divorce de Miranda. Je sais. Il m'a appelé aussi. Il m'a demandé s'il faisait le bon choix. Elle a coupé une fleur fanée et l'a jetée dans son panier. Je lui ai dit que lui seul pouvait répondre à ça. Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu le es? J'ai réfléchi à la question. Non. Je pense que j'ai révélé quelque chose qui était déjà là. Mais je me sens quand même coupable. C'est parce que tu as une conscience, contrairement à certains membres de cette famille. Grand-mère m'a tendu une paire de sécateurs. Rends-toi utile. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, le claquement rythmé des sécateurs traversant le calme de l'après-midi. C'était paisible, simple. Tout ce que ma famille n'avait jamais été. Ta mère m'a appelé hier, a dit grand-mère finalement. Elle essaie une nouvelle approche. Au lieu de la colère, elle essaie la tristesse. Beaucoup de nous me suis-je trompé, et comment l'avons-nous perdu? Comme si tu étais morte au lieu d'avoir simplement posé des limites. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle t'avait perdu au moment où elle a commencé à te traiter comme un investissement plutôt que comme une fille. Je lui ai aussi dit que si elle te contactait à nouveau avant que tu ne sois prête, je la couperais de ma vie, elle aussi. Grand-mère a examiné une rose d'un œil critique. Elle n'a pas bien pris la chose. Je suis désolé de causer des problèmes entre vous deux. Ne le sois pas. Elle a besoin d'entendre des vérités difficiles de la part de quelqu'un. Dieu sait qu'elle ne s'écoute pas elle-même. Grand-mère s'est tournée pour me faire face. Laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'il te manque? Parfois, ai-je admis. Pas les personnes qu'ils sont réellement, mais les personnes que j'aimerais qu'ils soient. L'idée d'avoir une mère fière de moi me manque. Un père qui me respecte. Une sœur qui m'apprécie. C'est le deuil. Tu fais le deuil de la famille que tu méritais mais que tu n'as jamais eue. C'est normal et sain. Ce qui ne serait pas sain, ce serait d'y retourner et de prétendre que tout va bien juste pour combler ce vide. Elle avait raison, comme d'habitude. Je faisais le deuil non pas de la perte de ma famille réelle, mais de la perte de la possibilité qu'il puisse un jour changer. Cet espoir était mort dans la piscine cette nuit-là, noyé en même temps que ma fausse grossesse. 10 mois après la fête d'anniversaire, j'ai croisé Miranda dans un café du centre-ville. C'était gênant et inévitable, le genre de rencontre que l'on ne peut pas prétendre ne pas avoir eu lieu. Elle avait l'air différente, plus mince. Ses cheveux étaient plus foncés, coupés courts dans un style qui ne lui allait pas. Elle ne portait pas son alliance. On peut parler, a-t-elle demandé d'une petite voix.
Chaque instinct me disait de dire non et de partir, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes assises à une table d'angle, deux étrangères qui partageaient de l'ADN et rien d'autre. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je suis désolée pour tout. Pour t'avoir poussé dans la piscine, pour les choses que j'ai dites, pour des années à te traiter comme si tu n'avais pas d'importance. D'accord, ai-je répondu d'un ton neutre. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Miranda? Tu es désolée maintenant parce que ta vie s'est effondrée. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu ta poule aux œufs d'or. Maman et papa te mettent probablement la pression pour l'argent, sachant qu'ils n'auront pas l'héritage de grand-mère. Tu es désolée parce que les conséquences t'ont rattrapé, pas parce que tu comprends vraiment ce que tu as fait de mal. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Ah non? Si rien de tout cela ne s'était produit, si je n'avais pas révélé la fausse grossesse, si Quentin ne t'avait pas quitté, serais-tu assise ici à t'excuser? Ou serais-tu encore en train de m'appeler quand tu as besoin d'argent et de m'ignorer le reste du temps? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Je suis en thérapie depuis 6 mois, a-t-elle dit à la place. Je travaille sur beaucoup de choses. Le docteur Montgomery pense que j'ai des tendances narcissiques que je dois gérer. Elle dit que j'ai été encouragée par maman et papa, qu'ils m'ont préparé à l'échec en ne me tenant jamais responsable. C'est probablement vrai, mais ça ne te décharge pas de la responsabilité de tes propres actions. Tu as 29 ans, Miranda. À un moment donné, tu dois assumer tes choix. Je sais. Elle a déchiqueté sa serviette. J'essaie. J'ai trouvé un travail, juste dans la vente au détail pour le moment, mais c'est quelque chose. Je paie mes propres factures pour la toute première fois. C'est dur. Bienvenue dans ce que le reste d'entre nous appelle la vie normale. Mon Dieu, tu peux être une vraie garce parfois. J'ai souri sans humour. Ouais. J'ai appris des meilleurs. Nous sommes restés assises dans un silence tendu. J'ai siroté mon café et je l'ai regardé se débattre avec ce qu'elle voulait dire ensuite. Une partie de moi avait de la sympathie pour elle. Elle avait été élevée pour être impuissante et décorative, et maintenant elle pataugeait dans le monde réel. Mais la sympathie n'était pas la même chose que le pardon, et ce n'était certainement pas la même chose que l'oubli. Penses-tu que tu me pardonneras un jour, a-t-elle finalement demandé. À l'un d'entre nous? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Ça ne veut pas dire que nous revenons à ce que c'était. Ça veut juste dire que j'arrête de porter une colère qui m'alourdit. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Pour ce que ça vaut, Quentin avait raison à ton sujet. Tu es courageuse. Plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Après son départ, je suis restée seule avec mon café et j'ai pensé au courage. Était-ce courageux de couper les ponts avec des membres de sa famille toxique? Ou était-ce simplement de l'autopréservation? Était-ce courageux d'exposer leur cruauté publiquement? Ou était-ce juste de la vengeance déguisée en colère vertueuse? Je n'avais pas les réponses. Mais j'avais la paix, et ça comptait pour quelque chose. 1 an après l'incident de la piscine, grand-mère Edith a organisé une fête pour son 85e anniversaire. C'était une petite réception chez elle, juste des amis proches et quelques membres de la famille. Mon oncle Preston était là avec sa femme, une poignée de cousins qui avaient toujours été gentils avec moi, et moi. Ma mère, mon père et Miranda n'étaient pas invités. C'est ton jour, a protesté l'oncle Preston. Tu devrais avoir toute ta famille ici. C'est toute ma famille, a dit fermement grand-mère. Tous ceux qui comptent sont dans cette pièce. Nous avons mangé du gâteau, raconté des histoires et regardé le coucher de soleil sur l'océan. C'était ce que les réunions de famille devraient être, chaleureuses, authentiques, pleines de rires qui n'étaient aux dépens de personne. Au moment de partir, grand-mère m'a prise à part. J'ai de nouveau mis à jour mon testament, a-t-elle dit. Je te laisse la maison aussi. Je sais que tu l'aimes. Grand-mère, tu n'es pas obligée. Je le veux. Cet endroit devrait revenir à quelqu'un qui l'appréciera et en prendra soin. Quelqu'un qui s'assiera sur ce porche, regardera les vagues et y trouvera la paix. Elle m'a serré la main. Tu t'es construit une belle vie, ma chérie. Je suis si fier de toi. J'ai conduit chez moi ce soir-là, les larmes coulant sur mon visage, mais c'était de bonnes larmes, des larmes de guérison. J'avais perdu une famille mais je m'étais trouvé, et c'était un échange qui en valait la peine.
2 ans après la fête d'anniversaire, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Gareth, et il ne ressemblait à personne avec qui j'étais sorti auparavant. C'était un professeur de lycée qui entraînait une équipe de football le week-end, et il n'avait jamais entendu parler de ma famille ou de leur drame. Il m'aimait pour moi, pas pour mon argent, mes relations ou ce que je pouvais faire pour lui. C'était rafraîchissant. C'était réel. Parle-moi de ta famille, a-t-il dit un soir, pendant un dîner chez moi. Je n'en ai pas vraiment, ai-je dit prudemment. C'est compliqué. J'ai le temps. Alors, je lui ai tout raconté. L'enfant prodige et le bouc émissaire, la fausse grossesse, la piscine, l'héritage, la rupture, tout. Il a écouté sans m'interrompre, sa main chaude sur la mienne sur la table. Ça a dû être incroyablement difficile, a-t-il dit quand j'ai eu fini. À la fois les années à être maltraité et la décision de partir. Ça l'a été. Certains jours, ça l'est encore. Je me demande parfois si j'aurais dû essayer plus fort de faire en sorte que ça marche. Pourquoi? Pour qu'ils puissent continuer à mal te traiter? Non. Mais ils sont quand même ma famille. La famille, ce n'est pas seulement une question d'ADN partagé, a dit doucement Gareth. C'est une question d'amour, de respect et de soutien. On dirait qu'ils ne t'ont rien donné de tout ça. Tu ne les as pas abandonnés. Ils t'ont abandonné il y a des années. Tu viens juste de le remarquer. Il avait compris. Il comprenait d'une manière que peu de gens comprenaient. Et là, dans ma cuisine, avec cet homme gentil et patient qui me voyait pour qui j'étais vraiment, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais rien perdu en coupant les ponts avec ma famille. Je m'étais libéré pour trouver quelque chose de mieux. 3 ans après la fête d'anniversaire, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, j'ai répondu. Allô? C'est moi. La voix de ma mère semblait vieille et fatiguée. S'il te plaît, ne raccroche pas, j'aurais dû raccrocher. Chaque limite que j'avais fixée me disait de raccrocher, mais quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Que veux-tu? Ton père a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Il demande à te voir. Mon premier instinct a été de dire non et de raccrocher. Mon deuxième instinct a été de rire de cette tentative de manipulation. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait authentique pour la première fois depuis des années. Est-ce qu'il va s'en sortir? Les médecins pensent que oui. Mais il a peur. Nous avons tous peur. Sa voix s'est brisée. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après tout ce que nous avons fait, mais c'est ton père. S'il te plaît. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Quel hôpital? Elle me l'a dit. J'ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Puis je me suis assise sur mon canapé avec la tête de Charlie sur mes genoux et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. De la colère? Oui. De la tristesse? Certainement. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qui ressemblait à la plus faible possibilité de tourner la page. Qu'en penses-tu, Charlie? Ai-je demandé au chien. Devrais-je aller le voir? Charlie m'a léché la main, ce que j'ai choisi d'interpréter comme un soutien, quelle que soit ma décision. Finalement, je suis allé à l'hôpital. Pas parce que je leur devais quoi que ce soit, pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais leur faire face sans m'effondrer. Que j'étais assez forte pour maintenir mes limites même en leur présence. Mon père semblait petit dans son lit d'hôpital, branché à des machines qui bipaient et bourdonnaient. Ma mère était assise à côté de lui, lui tenant la main. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré, et j'ai vu le choc traverser leur visage, comme s'ils n'avaient pas vraiment cru que je viendrais. Salut, ai-je dit simplement. Tu es venu, a dit mon père, la voix rauque. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir. Merci d'être ici, a dit maman doucement. Ça signifie tout pour nous. Ne fais pas ça. Je suis venu parce que tu as appelé et dit qu'il était malade. Mais ça n'efface pas les 3 dernières années. Ça ne veut pas dire que tout est soudainement arrangé. Je sais, a-t-elle dit. Je sais. Nous sommes restés assis dans un silence gêné pendant quelques minutes. Je pouvais les voir essayer de trouver quoi dire, comment naviguer dans ce champ de mine de notre relation brisée. J'ai beaucoup réfléchi, a finalement dit mon père. À ce que tu as dit à cette fête, à la façon dont nous t'avons traité.
Tu avais raison sur beaucoup de points. Sur beaucoup de points. J'ai haussé un sourcil. Sur quel point penses-tu que j'avais tort? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... C'est difficile pour moi. Ça a été difficile pour moi pendant 28 ans. Il a tressailli. C'est juste. Écoute, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais pas si je me pardonnerais si nos positions étaient inversées, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé d'avoir favorisé ta sœur. Je suis désolé de t'avoir traité comme une banque au lieu d'une fille. Je suis désolé d'avoir ri quand elle t'a poussé dans cette piscine. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou de manque de sincérité. Mais tout ce que j'ai vu, c'était un vieil homme qui avait enfin réalisé ce qu'il avait perdu. D'accord, ai-je dit. Merci de l'avoir dit. Y a-t-il une chance, a commencé maman, puis elle s'est arrêtée. Y a-t-il une chance que nous puissions essayer à nouveau? Recommencer à zéro? Non, ai-je dit fermement. Nous ne pouvons pas recommencer à zéro, car nous ne pouvons pas effacer ce qui s'est passé. Mais peut-être, un jour, nous pourrions prendre un nouveau départ. Avec de vraies limites et de vraies conséquences si ces limites sont franchies. Peut-être que c'est plus que ce que nous méritons, a dit mon père. Oui, ai-je acquiescé. C'est vrai. Je suis resté 30 minutes, puis je suis parti. En sortant de l'hôpital, je me suis senti plus légère. Non pas parce que je m'étais réconcilié avec mes parents, mais parce que je m'étais prouvé que je pouvais leur faire face sans avoir besoin de leur approbation. J'étais libre d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Au cours des mois suivants, j'ai eu des contacts occasionnels avec mes parents. De courts appels téléphoniques toutes les quelques semaines. Ils me posaient des questions sur ma vie et écoutaient réellement les réponses. Ils ne demandaient pas d'argent. Ils ne mentionnaient Miranda que si j'en parlais la première. Ce n'était pas chaleureux ou proche, mais c'était honnête. Quant à Miranda, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. J'ai appris par ma mère qu'elle avait déménagé dans un autre état, s'était remariée, apparemment, allait mieux. J'étais contente pour elle d'une manière abstraite, mais je n'avais aucune envie de la contacter. 5 ans après la fête d'anniversaire, grand-mère Edith est décédée paisiblement dans son sommeil à 89 ans. Les funérailles étaient magnifiques, pleines de fleurs et d'histoires sur sa vie remarquable. Ma mère et Miranda étaient présentes mais ont gardé leur distance, respectant les limites que j'avais maintenues. Nous nous sommes fait un signe de tête polie de part et d'autre du cimetière, mais nous n'avons pas parlé. La lecture du testament a confirmé ce que je savais déjà. La maison, l'argent, la collection d'art, tout me revenait. Le visage de ma mère était soigneusement neutre pendant que l'avocat lisait les dispositions. Miranda a pleuré silencieusement, mais aucune d'elles n'a contesté le testament. Elles ont signé les papiers reconnaissant la distribution et sont parties sans drame. Je pensais qu'elles le contesteraient, a dit l'oncle Preston par la suite. Je suis surpris qu'elles l'aient accepté si facilement. Elles ont fini de se battre, ai-je dit. Elles ont passé des années à se battre pour maintenir leur version de la réalité, où elles étaient de bons parents trahis par une fille ingrate. Mais la réalité finit toujours par gagner. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je vis dans la maison de grand-mère à Martha's Vineyard avec Gareth, que j'ai épousé l'année dernière lors d'une petite cérémonie sur la plage. Charlie devient vieux et grisonnant autour du museau, mais il m'accueille encore chaque matin avec des coups de queue enthousiastes. Je pratique toujours le droit, mais je suis plus sélectif dans mes affaires maintenant. Je ne prends que des clients qui ont vraiment besoin d'aide, pas des gens qui essaient de manipuler le système. Ma relation avec mes parents est cordiale mais distante. Nous échangeons des cartes de Noël et des appels téléphoniques occasionnels, mais nous ne sommes pas proches et ne le serons probablement jamais. Miranda et moi ne nous sommes pas parlé depuis des années, et ça me va. Certaines relations ne peuvent pas être réparées, et ce n'est pas un échec de ma part. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait à la fête d'anniversaire, si je regrette la fausse grossesse, la révélation dramatique, l'humiliation publique de ma famille. La réponse est compliquée. Est-ce que je regrette de les avoir démasqués? Non. Ils devaient faire face aux conséquences de leurs actes. Est-ce que je regrette la méthode? Parfois. C'était théâtral et manipulateur, et je n'aime pas l'idée de m'être abaissé à la tromperie, même si c'était justifié. Mais surtout, je ne le regrette pas, parce que ça m'a libéré. Ça a brisé le cycle d'abus et de manipulation qui avait défini toute ma vie. Ça m'a montré que je pouvais me défendre,
même quand ça me coûtait tout. Et à la fin, ce que j'ai perdu ne valait de toute façon pas la peine d'être gardé. L'argent de la succession de grand-mère Edith reste principalement intact, investi dans des placements et des fonds fiduciaires. J'en ai donné une part importante pour créer une bourse d'études pour les étudiants négligés, des jeunes qui excellent sur le plan académique mais qui sont ignorés au profit de candidats plus tapes à accent grave-l'œil. J'ai financé un refuge pour femmes en son nom. Je soutiens des causes qui me tiennent à cœur. Le reste fructifie tranquillement, assurant ma sécurité sans définir ma valeur. Parce que c'est ce que j'ai finalement appris après 28 ans à être la fille oubliée. Ma valeur n'est pas déterminée par l'opinion de ma famille. Elle ne se mesure pas en argent, en réussite ou à la manière dont je réponds aux attentes des autres. Ma valeur est inhérente, immuable, elle est mienne. Et ça vaut plus que n'importe quel héritage. Le dimanche matin, je m'assois sur le porche qui est maintenant le mien et je regarde les vagues déferler, exactement comme le faisait grand-mère. Charlie somnole à mes pieds. Gareth m'apporte un café et m'embrasse le sommet de la tête avant de rentrer corriger des copies. Le soleil se lève sur l'océan, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Ceci est la paix. Ceci est mon foyer. C'est la vie que j'ai bâtie sur les cendres d'une famille qui ne m'a jamais valorisé. Et elle est plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer pendant ces années où j'étais négligé et sous-estimé. Certains pourraient dire que je suis amer, que j'aurais dû pardonner et passer à autre chose. Que la famille, c'est tout, et que j'ai jeté la mienne pour une question d'argent. Mais ces gens ne comprennent pas ce que c'est que de passer sa vie entière à mendier des miettes d'affection de la part de personnes qui auraient dû vous aimer inconditionnellement. Ils ne comprennent pas le poids qui se lève quand on arrête enfin d'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Je ne suis pas amer. Je suis libre. Et ça fait toute la différence.